Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Entrons en Résilience sur Radio Clé de Vie. Aujourd'hui, une émission très émotive, émotionnelle, je dirais. Notre invité que je vais vous présenter dans quelques secondes, que vous voyez déjà, est assez fébrile. On le saurait à moins. Moi, je vais être là pour la rassurer, puis pour qu'on construise une belle émission qui vous corresponde et puis qui vous donne des petits outils. Anne-Marie Monette. Bonjour Anne-Marie. Comment ça va? Ça va. Donc super bien. C'est elle, vous avez compris qu'Anne-Marie, ce n'est pas moi. C'est cette belle jeune femme qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. On va aller tout de suite sans transition dans le vif du sujet. Anne-Marie est une maman. Il y a 15 ans de ça à peu près. Tu nous expliqueras mieux après les dates exactes. Elle était maman. Puis elle a perdu sa fille dans un incendie. Avant de rentrer dans ce sujet-là, qui a dû être une épreuve, j'ose même pas imaginer là, en tant que papa, est-ce que tu es un pur produit québécois? Est-ce que tu es originaire du Québec? Raconte-nous un peu d'où vient Anne-Marie Monette. Ben oui, je suis originaire du Québec. Je suis née à Saint-Jérôme, mais j'ai vécu quand même toute mon enfance à Laval, 450. Là, il y en a qui sont déjà perdus. Là. C'est par rapport au numéro de téléphone, tout ça. Ouais. Non, mais c'est ça. Et j'ai grandi par la suite mon adolescence et ma vie adulte dans les Laurentides. Oui. OK. Donc, c'est un autre indicatif de téléphone, là, c'est ça? D'accord. Bon, je fais coucou aux gens de Marseille, dans le sud de la France, qui nous écoutent, 450. Oubliez ça, c'est pas grave. C'est une émission planétaire, de toute façon. Hein? Ça fait du bien d'avoir ta fraîcheur et ton sourire avec nous aujourd'hui. Je précise justement pour les gens de Marseille et d'Europe, on se tutoie beaucoup à Québec. C'est pas pour ça qu'on est des grands amis. Nous, on se connaît depuis pas longtemps. Mais vous allez voir, Anne-Marie, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Pas juste par rapport à ce qu'elle a vécu, mais ce qu'elle en a fait. Puis c'est ça le principe de l'émission. Donc là, je redeviens très sérieux. Oui, ça m'arrive. Il y a une quinzaine d'années, je disais tout à l'heure, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, c'est l'année de naissance de mon garçon. En fait, il est né en 2001. Puis c'est dans l'été, en fait, où est-ce que, personnellement, j'étais perdue. J'étais à bout parce que j'étais monoparentale. J'avais un garçon avec un père, puis j'avais une fille d'un autre père. Ma fille était âgée de 3 ans et tout ça. Bon, bref, pour faire une histoire courte, c'est ça. Donc, la veille, moi, je faisais une prière, en fait, pour que Dieu vienne me chercher. J'ose nommer Dieu parce que je suis vraiment croyante, là. Moi, c'est Dieu. Que ce soit, dans le fond, pour les autres, là, je veux pas juger personne, mais c'est ça, c'est pas ça l'important. Donc, c'est ça. Je priais Dieu pour qu'il vienne me chercher parce que j'étais plus capable. Donc, je voulais me suicider, je commençais à avoir des plans et tout ça. Et je demandais qu'il vienne me chercher. J'avais fait une promesse à ma fille la veille, comme quoi qu'on allait faire de l'équitation. Le lendemain, mon garçon, il se trouvait à être chez son père. Donc, parce que deux jours par semaine, en fait, il partait chez son père, tu sais, un congé parental. Donc, ouais. Et ouais, c'est ça. Puis, ce qui est arrivé, c'est que je me suis réveillée en pleine nuit. Puis, c'était déjà enflammé, là. C'est ça, l'incendie. J'avais juste l'instinct de survie. C'était l'instinct de survie qui m'habitait parce que c'est arrivé dans la nuit, comme je disais. Je pense que c'est 1h du matin. Désolée pour les heures, les dates et tout ça, là, j'en ai perdu un petit bout, là. Oh, c'est pas grave, mais par contre, non, pour éviter enfin, plutôt pour être encore plus dans la compréhension, je vous cache pas là, que je découvre en même temps que vous, puis je mets un point d'honneur à ça, à ne pas
trop préparé les émissions. Exemple incendie, je découvre que c'était la nuit, j'en avais aucune idée. Par contre, je voudrais qu'on fasse un lien tout de suite, puisque par la suite, je sais que tu as même été embêté avec ça, mais ton mal-être et ton désir d'en finir n'a aucun rapport avec, bien entendu, le départ de l'incendie de cette nuit-là. Tu sais que les gens qui nous écoutent associent pas le fait que tu voulais mettre un terme à ta vie, en tout cas tu avais des idées noires, puis que c'est toi qui a déclenché le drame qui s'est produit par la suite, bien évidemment. Non, pas du tout. Non, en fait, c'était une accumulation. Le fait de vouloir me suicider ou d'arriver à en vouloir, c'est que c'était une accumulation de tout plein de choses que j'avais vécues dans ma vie, violence psychologique, verbale et tout ça. Puis c'est un cumul, en fait, ce qui fait que je voulais en arriver à ça. Puis là, ben, l'incendie, en fait, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, finalement. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça a démarré comme ça, en pleine nuit? Oui, ça a démarré en pleine nuit comme ça. Je me suis fait réveiller par mon frère qui criait au feu, mais tu sais, ça réveille mal, disons. Ok, tu n'étais pas toute seule avec ta fille dans la maison? Donc ça non, je vivais avec mon frère, mes enfants et tout ça. Puis là, comme je disais, mon garçon, il se trouvait exceptionnellement chez son père cette journée-là, cette nuit-là. Et c'est ça. Voilà. Ouais. Et là, vous vous réveillez, vous sortez en panique? Ben, en fait, oui, c'est ça. J'ai ouvert la porte de la chambre, puis tout ce que je voyais, c'était les flammes. Fait que j'ai pas eu d'autre choix que de refermer la porte. J'ai essayé de voir un plan B, un plan C pour essayer d'aller la sortir, mais finalement, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que moi, je sorte par ma fenêtre de chambre pour pouvoir survivre à ça. Oui, puis là, je veux surtout pas te pousser. Les gens qui écoutent d'habitude, qui ont l'habitude d'écouter l'émission, même dans l'ancien format, savent très bien qu'on n'est pas là pour refaire l'histoire. Puis je pense honnêtement qu'on en a assez. Merci de ton courage, même des années après, de venir témoigner de ça aujourd'hui. Quand je disais qu'on en a assez, c'est qu'on en a assez pour imaginer l'horreur que ça doit être. Tu sais, c'est de choisir d'au moins survivre plutôt que d'être plusieurs à mourir. Ou comme quand on dit, si on a 2 enfants puis qu'il faut en sauver un, tu sais, on serait incapable de choisir entre les deux. Non. Ça, c'était important que je te triture un petit peu, là-dessus, pour qu'on comprenne d'où tu viens, ce à quoi tu as échappé. Parce que clairement, tu as échappé à la mort. Puis, on va rester loin des idées noires, pourquoi tu avais ce sentiment-là dans cette période-là. On a compris, tu étais maman monoparentale, c'était pas facile tous les jours. Et tu parlais de Dieu tout à l'heure, Dieu merci, ton fils n'était pas dans la maison ce soir-là. Bon. Il a quel âge ton fils, au fait, aujourd'hui? 16 ans. T'as vu, ça fait toujours du bien, hein, on passe 2 minutes à autre chose. Tout le monde l'aura compris. Par contre, ça a un petit peu coupé. Tu as dit 16 ans, c'est ça? Oui, 16 ans. Ok. Donc il avait 1 an, il avait 1 an et quelques au moment des faits, c'est ça? Pas tout à fait 1 an. Pas tout à fait 1 an, ouais. Ok. En fait, c'est au mois d'août, tu sais, puis c'est arrivé au mois de juillet. Le papa de ta fille, donc, au moment du drame, est-ce qu'il est dans dans la vie, dans le paysage à ce moment-là? Oui. En fait, on venait de se séparer. Ça faisait un petit bout qu'on était séparés, tout ça. Puis j'étais vraiment ambivalente. Pendant quelques années, j'étais ambivalente. Mais oui, quand c'est arrivé, ça a duré en fait 1 semaine. 1 semaine qu'on était à l'hôpital ensemble, entre la vie et la mort, pour être, tu sais, je veux dire, être près de notre fille, en fait, dans son combat contre la mort. C'était pas mal ça. Fait que oui, on était prêts, en fait, l'un de l'autre, même si on était loin malgré tout, tu sais. C'était paradoxal, je dirais, là, mais oui. Ouais, c'est ça. On se retrouvait pour notre fille, en fait. Ok. Donc là, on vient de comprendre que ta fille n'est pas décédée au moment de l'incendie.
Non. Mais une semaine après, enfin, quelque chose comme ça. Bon. Ouais. Ouais. Souvent, les gens se serrent les coudes, comme on dit, au moment d'un drame, au moment d'une tragédie, tant que la vie est encore présente. Puis après, Oui. après des fois, ça évolue. Mm-hmm. Je parle pas de ça, je mets pas ce sujet sur la table, spécialement par rapport au papa de ta fille, là, ton ex-conjoint, mais à la limite aussi bien toi que lui, malheureusement après, avec le deuil, les semaines, les mois, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Tu sais, le regard des autres, le jugement des autres. On va parler d'un incendie de base, d'accord? Quand il n'y a personne dans une maison, puis que ça prend le feu dans la nuit, il y a une enquête derrière, forcément. Oui. Est-ce que vous avez eu droit au gratiné, comme on dit? All dress. All dress, en fait, moi-même, j'ai été enquêtée. En fait, toutes les personnes présentes dans l'appartement ont été enquêtées. Mon frère, malheureusement, il se trouvait lui aussi entre la vie et la mort, mais en fait, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé la cause de l'incendie parce que c'était trop brûlé. Ça a parti, ouais, c'est ça, ça a parti du salon, ils n'ont jamais été capables de trouver la cause. Donc, moi, je suis restée sans réponse, en fait, pendant des années, même si j'ai tenté plusieurs fois par après de réouvrir le dossier, mais ils n'ont jamais accepté. Puis, quelque part, c'est quelque chose c'est mieux comme ça, finalement. Ouais. Et toi, en parallèle de l'enquête, ou ton frère, je sais pas, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu une idée d'où est-ce que ça avait pu partir, ce feu? On a tous un truc qui marche moins bien dans une maison, une prise ou n'importe quoi. Je parle hors de tout doute de culpabilité, et forcément vous avez dû vous sentir coupable. Absolument, c'est ça qui m'habitait le plus. Ouais. Oui. On pourrait en parler longuement parce que les troubles de mémoire, des fois, ça a un rapport avec ça aussi. Ouais. Mais vous n'avez jamais eu en fait l'explication, c'est ça? On n'a jamais eu l'explication, mais on a toujours eu des soupçons, des doutes d'où aurait pu venir l'incendie, en fait. Puis moi, j'ai toujours cru que ça venait d'un appareil dans le salon, soit le DVD ou des trucs comme ça qui aurait surchauffé. C'était quand même un vieil appartement et tout ça, donc c'est toutes des choses quand même possibles. Mais on respecte dans ces cas-là le devoir d'enquête, parce que malheureusement, il n'y a pas que des gens honnêtes dans ces drames-là. Mais une fois que l'enquête est terminée, une fois que tout est clair, on va dire, de ce côté-là, est-ce que vous avez droit à un soutien particulier à ce moment-là? Qui est-ce qui comprend que ça a dû être dur, comme tu dis, all dress, excusez pour l'accent, moitié turc, moitié français. tout garni, all dress. Voilà, tout garni pour les autres qui ont du mal. Moi, après 7 ans, je commence à comprendre ce que ça veut dire, mais je l'utilise pas. C'est ça. Est-ce que je parle pas d'excuses. Les enquêteurs n'ont pas à s'excuser. Je suis loin de penser ça, mais est-ce que vous avez droit à un soutien à ce niveau-là par rapport à cette deuxième épreuve dans l'épreuve, en fait? Bien, sincèrement, là, moi, j'ai été en arrêt maladie. Je pense que c'est la suite logique des choses. Mais à part le soutien familial puis le soutien de mon réseau d'amis, en fait, il n'y a pas personne qui... Même, tu sais, les policiers, je veux dire, qui menaient l'enquête, je veux dire, ils ont fait leur devoir, mais à part ça, j'ai pas eu de proposition, tu sais, d'aide, de soutien comme ça, non. Il a fallu que je débourse de ma poche. Oui, j'avais une petite assurance, et là, à ce moment-là, j'ai consulté à quelques reprises un psychologue, mais c'est tout. C'est tout. Après ça, c'est par moi-même que j'ai décidé justement de vouloir m'en sortir. Ça s'est pas fait tout de suite, là, mais oui. Oui, parce que ça avançait pas. C'est fou. Je suis quasiment incapable de rester dans mon rôle d'animateur quand j'entends des propos comme les tiens aujourd'hui. Puis il y a eu plein d'émissions où j'ai entendu un petit peu la même chose. Je parle quand les gens n'ont rien fait, sont responsables de rien, le peu, voire l'inexistence d'aide que ces gens-là, comme toi, ont, quoi. Il y a rien. Mais en fait, peut-être que
je veux dire, il n'y a pas personne qui le sait, je veux dire, à part soi-même, tu sais, quand on a des problèmes à régler ou à dépasser, comme un deuil, des trucs comme ça, tu sais, il y a des associations qui existent et tout ça, mais même moi-même, en tant qu'être humain, j'étais absente totalement, là. Fait que je pensais même pas à avoir recours à ces services-là. Je pensais pas, simplement. On comprend bien que c'est pas à la personne en souffrance qui vient de traumatisme. C'est pas à elle à comprendre qu'elle a besoin d'aide. C'est normal que ça soit toi à ce moment-là qui sait plus où tu en es. C'est aux aides extérieures à venir en aide. Mais bon, c'est ça. Mais j'ai eu tout un support au niveau... de toute façon, comme on dit, quel que soit l'endroit où on vit sur la planète, on marche la tête en bas. Donc, une fois plus, ça le prouve. D'accord. Et puis, au passage, vous avez entendu notre invité dire il n'y a pas personne qui m'est venu en aide. Oui, ça veut dire il n'y a personne. Mais en québécois, on dit il n'y a pas personne. C'est comme ça. Enfin, le résultat des courses, c'est qu'il n'y a vraiment pas eu d'aide à ce niveau-là. À quel moment tu décides ou tu prends conscience qu'il faut que tu ailles chercher de l'aide pour toi, pour ton autre enfant, pour ta vie, qui continue malgré tout? En fait, c'est ça, c'est ma raison d'être, ma raison de vivre nouvelle, c'était justement mon garçon, Samuel, qui me restait. Et même au début, quand j'étais totalement absente, comme je disais, j'ai été à quelque sorte secouée par une personne en particulier que je nommerai pas par respect pour elle, là, mais dans le fond, c'est qu'elle m'a vraiment secouée psychologiquement, dire, lui est encore en vie, oui, c'est difficile ce que tu vis, je comprends, mais lui est encore en vie, il a besoin de toi. Et la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est justement de vouloir m'aider moi-même pour être une bonne mère pour lui. Ce que j'avais pas été pour ma fille. Parce que je me suis longtemps jugée par rapport à ma fille. Selon moi, j'étais pas une bonne mère. Mais ça, c'est une autre histoire, là. Minute. Ouais. Moi, je veux savoir quelque chose. Puis je sais que ça va intéresser nos auditeurs. Simplement de poser la question. C'est-à-dire que je me lance là, je vais te poser une question, mais je pense que je veux pas de réponse. C'est bizarre, c'est même pas un animateur radio. Est-ce que tu t'es jugée mauvaise mère à ce moment-là, ou le fait de vivre ce drame et le traumatisme, etc., le sentiment de fausse culpabilité t'a envahi, et c'est ça qui fait que tu penses que tu as été une mauvaise mère, parce que tu l'as pas sauvée, parce que ci, parce que là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut décider là? Est-ce que dans les faits, j'ai vraiment été une mauvaise mère dans cette période de ma vie? Ou c'est ce qui en est ressorti qui fait que je pense ça après? C'est juste une question. Je suis pas là pour défendre le dossier d'Anne-Marie Monette. Non, c'est ça. Mais c'est le propre. Puis encore une fois, c'est pas pour me faire la publicité de ce que je défends dans mes contenus. Intéressons-nous à l'entourage, à ceux qui restent quand il y a des drames. Absolument. Pour éviter que ça soit les malades de demain. Donc, Anne-Marie Monette, elle repart en selle, elle monte sur ses grands chevaux, puis elle va chercher de l'aide. Puis là, on t'écoute, parce que ça va servir aux gens qui sont en plein dedans. Oui. Comme je disais, en fait, moi, ce qui m'a soutenu dès le départ, c'est ma croyance envers Dieu. Okay. Moi, c'était mon guide, en fait. Parce que toute ma période de deuil, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs étapes à un deuil, là, mais toutes ces étapes-là, Dieu était présent dans ma vie. Puis je pense que je pense pas. En fait, c'est lui qui m'a vraiment aidé à remonter, à trouver les bonnes personnes et tout ça. Puis, voilà, ce qui a fait qu'un jour, en fait, il y a un ami personnel qui m'avait conseillé un atelier en particulier dans les Laurentides. Et je m'en suis souvenu quelques temps après. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas? Mais financièrement, moi, j'étais incapable. J'avais pas les sous pour me payer cette retraite-là. Puis ce qui est arrivé, c'est que mes parents, ils m'ont appelé un soir. Ils m'ont dit, Anne-Marie, la propriétaire de ce centre-là,
attends ton appel, elle sait ton histoire et tout ça, puis elle est prête à t'aider. Donc, appelle-la, on te paye la retraite. OK. Ça s'appelle comment, ça? C'est le début de mon aventure. OK. Ouais. Donc, ce début d'aventure, cette retraite-là, oui. la formation, est-ce qu'elle a un nom? Oui. Ça s'appelle comment? Ah, ben oui, je pourrais. Oui, je peux le dire. Ça s'appelait à ce moment-là Centre Attitude. OK. Dans les Laurentides. Oui. Ça, c'était une retraite fermée de 5 jours. OK. Je te pose cette question, Anne-Marie, parce que dès qu'on parle de religion, parce qu'ici, là, on est service public, là, pour ceux qui croient en Dieu, à notre Dieu, à leur poisson rouge, on est là pour tout le monde. Oui, ben oui. Mais souvent, quand on associe la religion à une retraite, à une formation, à aller chercher des outils, tiens, on a toujours le petit mot en arrière, là, le mot secte, là, qui traîne pas loin. Non. Toi, on a bien compris que c'était un déclencheur, ta croyance au départ, mais ça t'a amené à faire d'autres formations, que ce soit ETP, enfin, il y a plusieurs lettres de l'alphabet, là, je m'y perds un peu, mais l'important, c'est que ça, entre ça et ton ami, là, ça t'a mis un bon coup de boost. Oui. Ah oui, parce que là, tu pars d'un atelier à un autre. Oui, parce que ce qui arrive, c'est ça, dans des ateliers comme ça, c'est oui, il y a une couche de libération qui se fait. Il y a des émotions, il y a des trucs qui remontent, tu sais, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand tu fuis tes émotions, quand tu fuis les problèmes, ça te suit, on le sait, ça. Fait que dans le fond, ça m'a appris justement à prendre contact avec ce qui m'habitait à ce moment-là, de libérer tout ça. Puis, ce qui fait qu'à un moment donné, en tout cas moi personnellement, je suis devenue comme addict à toutes ces formations-là, ces ateliers ces retraites-là pour justement me libérer encore plus. Ouais. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais mourir là, puis c'est pas vrai que ma vie s'arrête là. Si je suis en vie, c'est parce qu'il y a une raison. Ouais. C'est ça que je me suis dit. Il y a un cadeau derrière tout ça, quelque part. Oui. Oui, absolument. Ben, il y a déjà ton fils, hein, mais... Puis encore une fois, on n'est pas là pour vendre une formation. On n'a pas la méthode miracle, sinon on la donnerait, on la vendrait pas non plus. Chaque cas est différent, chaque être humain est différent. Pour un même traumatisme, on vit les choses de manière différente. Il y en a qui vont chercher ça dans la croyance comme toi, d'autres ça va être dans le sport, peu importe. Oui. Moi personnellement, c'est le tricot. Non, je plaisante. Mais si tu devais nous en donner quelques-unes comme ça de formations qui pour toi ont été bénéfiques. Oui. Vas-y, parce que c'est plein d'initiales, puis moi je vais découvrir en même temps. Là. Ben en fait, je pourrais donner un petit top 5, ça pourrait être ça. Ouais. Un petit top 5 d'endroits que j'ai fréquentés en fait. Ben oui, il y a eu le Centre Attitude qui a été quand même assez révélateur. Il y a la formation de Lise Bourbeau, découvrir ses malaises, ses maladies et tout ça. Donc bref, il y a eu aussi Jetty Marie, c'est une retraite plutôt plus spirituelle, mais moi ça me convenait. Moi ça m'a aidé beaucoup aussi. Aussi, il y a eu Institut du développement de la personne en esprit. Ça, c'est IDP. C'est où est-ce que justement, il y a plein d'ateliers que tu apprends à dépasser, tu apprends à libérer des trucs. Bon, bref, ça m'a été wow, bénéfique. Après ça, c'est sûr qu'il y a la technique de libération émotionnelle, le ETP. Oui. EFT, là. Oui, bon. Oui, c'est ça. Il y a plein de lettres, là, mais oui, c'est ça. Bon, enfin, libérer vos émotions dans tout ce que j'entends, là. Avec du tapotement. Tu vas aller chercher et tout ça. différents concepts, outils qui toi, te correspondaient. D'accord. Oui, exactement. Pour reprogrammer ce qui avait été programmé. Et comment tu arrives... gros, c'est ça. Attention, là, je mets ma ceinture, je me tiens au bureau. Comment tu arrives à la Blue Room? Est-ce que juste un moment, écoute pas Anne-Marie, vous connaissez la Blue Room? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la Blue Room? Écrivez des commentaires, partagez-nous vos expériences avec ça. On t'écoute sur la Blue Room. C'est sérieux là. Hein? Ben oui, non, c'est sérieux parce que en fait, ça se trouve être un autre outil qui m'a été bénéfique. Donc, c'est un endroit, ça le dit Blue Room, c'est une salle, une pièce, tout en verre, bleu,
qui, justement, quand tu rentres là-dedans, ça augmente tes fréquences vibratoires, ça augmente ça élimine tes pensées négatives, bon, bref, puis c'est pour aider à, justement, augmenter, si tu penses positif, ben ça va augmenter tes pensées. Donc, ça va aider à matérialiser. Là, on rentre dans un autre univers, je dirais. Mais simplement avec des couleurs, c'est ça? Ben, c'est des couleurs, c'est du infrableu, en fait. Ouais. C'est des lumières infrableues. Puis oui, il y a eu, écoute, ben des petits miracles qui se sont produits là, supposément, et tout ça. Fait que oui, j'ai fréquenté la Blue Room quelques reprises, je dirais. Je ne la nie pas. Ben voilà. Ouais. Anne-Marie Monette, qui ne voulait pas venir à l'émission, qui était super gênée, elle est là grâce à la Blue Room aujourd'hui. J'ai essayé de me mettre un peu dans les tons, mais ça a marché moyennement. Je la sentais pas bien, la Blue Room, au début, parce que tu as dit, on rentre, il y a des tons de vert. Je me suis dit, oulala. Alors là. Non. Mais... C'est des lumières infrableues, en fait. Infrableues, ouais. D'accord. Ouais. Et il faut rester longtemps. Non, mais c'est intéressant. C'est une session d'à peu près 20 minutes. OK. Une vingtaine de minutes, ce qui fait que tu as le temps amplement d'instaurer des belles pensées positives. Comment on arrive à pas de géant vers la fin de l'émission, de cette émission-là, parce que je suis persuadé qu'on en fera d'autres. On a compris que ton message, en fait, c'est, quels que soient les drames, aller chercher de l'aide, aller chercher des choses qui vous correspondent pour avancer, pour comprendre pourquoi il nous arrive telle et telle affaire. Mm-hmm. Voilà. Oui. Oui. Dans tout ça, moi j'aime toujours tester un peu l'outil et le bonbon que représente l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? L'écriture, est-ce que ça te parle? Eh mon Dieu, je crois qu'il faudrait que je m'écoute à l'intérieur avant de... C'est pas grave, on coupe rien au montage. Looper. Ah, c'est très drôle. Mais oui, ça me parle. Ça me parle beaucoup et justement, je suis en train d'écrire un livre. Puis c'est sans prétention, c'est vraiment en toute humilité. Est-ce que ça va prendre forme concrètement? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais en vendre des milliers d'exemplaires? J'en ai aucune idée. Je le fais parce que ça me fait du bien. Je le fais parce que ça me parle à l'intérieur de moi. Puis en même temps, c'est comme, oui, c'est en quelque sorte une thérapie, on ne le cache pas. Mais en même temps, c'est parce que je veux justement offrir les outils qui m'ont vraiment aidé. Parce que oui, c'est le fun d'en parler tu sais, quand même rapidement, comme ça on survole, si je peux dire. Mais d'offrir ces outils-là dans un autre contexte, je trouve que ça pourrait être quand même possiblement aidant. Puis oui, j'ai des choses à partager. Ah bah apparemment, il y a un petit peu de stock, hein. Ouais, parce qu'on est passé un peu, on a survolé le chapitre agression, etc. Là. Mais avez-vous vu puisqu'on est à la radio, puis qu'on se voit, c'est normal, c'est de la radio moderne. Avez-vous vu les yeux d'Anne-Marie quand elle a commencé à dire j'ai un livre qui couvre, on va dire. On est quasiment capable de voir les émotions au fur et à mesure quand tu penses à quelque chose de sérieux ou pas. Ça veut dire que la vibration littéraire, c'est un mot que je viens d'inventer, je pense, mais c'est pas grave, elle est forte. Puis je suis persuadé que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, puis au cours des rediffusions qui vont être nombreuses, on va aller partager ça sur les réseaux et en commentaire, en commençant par YouTube où il y a la première diffusion, YouTube pour ici, YouTube pour la France, avec l'accent, à t'encourager à aller au bout de cet écrit, puis qu'on te découvre aussi de cette manière-là. Maintenant qu'on t'a vu, on a bien hâte un jour de te lire aussi. Merci beaucoup Anne-Marie pour ton temps, pour ce énième coup de pied où je pense que tu as dû te mettre pour venir témoigner, en plus dans un format avec du visuel. Vous voyez, au sens propre, au sens figuré, que d'avoir ajouté ce visuel, il n'y a pas moins d'émotions pendant les émissions.
on est toujours chez nous là. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'écran entre nous. Puis qu'on a été avec toi là. Puis que tu nous as portés au sein même de ton histoire épouvantable. Et j'allais dire merveilleuse en même temps. C'est ça qui se dégage. Pour la suite, merci, merci, merci. Merci à vous d'avoir été là. Puis allez partager, allez commenter cette belle émission. Et les autres aussi, ne vous gênez pas. Elles sont en rediffusion à volonté, quand vous voulez. Puis on se voit très très vite la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Entrons en Résilience. Salut Anne-Marie, bye tout le monde. Bye bye, merci.